Bien, écoutez, je vous propose de démarrer. Merci de nous avoir rejoints pour ce moment de partage dédié aux clés de la réhabilitation multisite. Je suis Cyril Bigot, je suis directeur du développement Habitarabilité pour Bouygues Construction. Pour cette présentation, je serai accompagné de Sylvain Géraud. Sylvain Géraud, directeur de la maîtrise d'ouvrage et de la valorisation du patrimoine pour Aliade Habitat, et de Denis Javel, responsable commercial chez Bouygues Bâtiment Sud-Est. Pour commencer, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous commenter et nous partager, présenter Aliade en quelques chiffres? Oui, bonjour à tous. Donc, Aliade Habitat, on est une filiale du groupe Action Logement. On intervient sur la région Rhône-Alpes, Auvergne, et on a 60 000 logements, mais un peu moins de 1000 collaborateurs. Voilà, on déploie depuis 2023. On déploie le plan de réhabilitation et de décarbonation du groupe avec des résultats qui sont encourageants, puisqu'aujourd'hui, on a sur nos 58 000 logements, on a quasiment 60% de ce patrimoine qui est en étiquette ABC du DPE, alors qu'à l'échelon français, on est plutôt sur 30% du parc locatif. Donc voilà, des bons résultats. À l'autre bout de l'échelle, il nous reste entre 2 et 3% d'étiquettes F et G à traiter. Et donc, quand on a réfléchi à tout ça dans notre plan à long terme, on a rapidement vu qu'on allait avoir deux problématiques. Une première problématique qui porte sur les logements en copropriété, qui fera l'objet peut-être d'une présentation un jour, puisqu'on réfléchit à comment on va pouvoir les traiter. Et puis, une problématique de logement diffus, puisqu'on a un territoire qui est très grand, très urbain sur Lyon, Villefranche, et aussi très réparti en Loire et Haute-Loire. Et donc, voilà, on a voulu réfléchir à comment traiter ces logements diffus de manière pertinente. Alors justement, par rapport à ce patrimoine diffus, les 540 logements qui sont concernés par l'opération qu'on va partager là, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur la typologie de ce patrimoine et son étendue? Voilà, vous l'avez là, on voit les localisations sur la totalité de notre patrimoine. Donc sur le 69, c'est plutôt des petits collectifs dans lesquels on a des passoires thermiques F et G, donc 28 sites et 243 logements. Et puis sur la Loire, la Haute-Loire et l'Ardèche, c'est de la maison, donc encore un autre type de patrimoine. Pas toujours d'ailleurs identique, c'est pas 283 maisons, mais c'est identique, mais 283 maisons quasiment toutes différentes. Et même sur une même résidence, on peut avoir des typologies un peu hétéroclites. On le voit là, donc vous avez un exemple de les petits intermédiaires, vous les avez ici à gauche, immeubles, et puis les maisons, on le voit, il y a des maisons qui sont issues du patrimoine minier, il y a des maisons un petit peu plus récentes, mais néanmoins mal isolées. Donc voilà, tout un tas de typologies sur lesquels on a essayé de réfléchir sur comment on allait pouvoir traiter ça. Bon, alors on le pressent, un patrimoine qui est éparpillé d'un point de vue géographique, différentes typologies, du collectif, de l'individuel. Une fois qu'on en est là, il a fallu se lancer ce projet. Donc, par où on commence? Quelles sont les premières étapes d'un tel projet finalement? Ça peut paraître un peu complexe. Oui. Alors, c'est un projet qui est quand même un peu disruptif sur la façon de faire. Donc, néanmoins, la démarche, elle est classique. On a un état des lieux de départ, une situation à gérer. On a un objectif qui est un objectif réglementaire de dire les passoires thermiques, il va falloir les traiter et il y a une échéance. Et donc, la façon de faire, c'est de s'associer à des bons partenaires pour réfléchir en amont avant de se lancer sur la meilleure façon d'aller vers ce résultat. Alors justement, vous avez fait appel à un AMO, à plusieurs AMO. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et finalement nous dire quel était leur rôle par rapport à cette tâche et à cette analyse de patrimoine que vous aviez à faire? Oui, alors les AMO, c'est un marché cadre qui a été monté par le groupe Action Logement. Donc ils aident toutes les filiales sur ce genre de sujet de décarbonation, de réhabilitation. Donc le groupement, c'est CETEC Organisation, Pouget Consultant, Greenflex et AMOS, qui sont des partenaires qui sont pertinents, reconnus. Et je dois souligner aussi qu'ils sont extrêmement passionnés par ce qu'ils font. Et donc, quand on est dans une démarche comme ça un peu innovante, c'est agréable de travailler avec des gens qui ont volonté de trouver des solutions auxquelles les gens n'ont pas pensé. Voilà, donc avec eux, on a travaillé sur une première phase qui était de dire l'état des lieux, où sont les résidences, est-ce qu'on a les plans, on récupère les DPE, on va sur le site de l'ADEME chercher le maximum de données. Et puis on fouille dans nos archives pour avoir une base saine. Et après, comme tout est différent, l'idée, ça a été de segmenter. Et on prend le patrimoine et on fait 13 catégories. C'est ce que vous avez en illustration ici. On se dit, je suis sur un immeuble, est-ce qu'il est isolé, est-ce qu'il est isolable, est-ce qu'il est chauffé à l'électricité, est-ce qu'il est chauffé au gaz? Et on fait des paquets, on fait 13 paquets de résidences, à peu près similaires. Et après, pour chacun de ces paquets, on prend une résidence référence, on l'étudie dans le détail, et c'est ça qui va nous servir à la consultation après
dans le marché de conceptualisation qu'on a voulu monter. Alors si je résume, parce que c'est cette méthode-là qui est vraiment instructive et qu'on aimerait partager aujourd'hui. Premier, on caractérise. Deuxième, on segmente. Et une fois qu'on a tout ça, on a une bonne vision du patrimoine. L'étape suivante, comment on arrive à définir des objectifs travaux finalement, une fois qu'on en est là? Les objectifs travaux, ils étaient assez simples. Encore une fois, on partait d'étiquettes très déperditives et on voulait aller vers des étiquettes performantes. Là aussi, on est dans la logique du plan d'action du groupe, de dire sur le patrimoine à échéance 2030-2034, quand on fait des réhabilitations, on veut avoir 70% des logements qu'on traite qui atteignent l'étiquette C, et puis parce qu'on veut aller un peu plus loin, 30% qui atteignent l'étiquette B. Donc ça, c'est le premier point qu'on a recherché. Et ensuite, à la différence d'autres marchés un peu similaires qui ont été montés, on a aussi beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait d'abord déconsommer, c'est-à-dire travailler plutôt sur l'enveloppe de ces résidences. L'idée, c'est de faire baisser les charges de nos locataires, parce que la finalité de tout ça, même si c'est le carbone, c'est aussi faire baisser les charges pour nos locataires. Et puis ensuite, on décarbone. Donc on commence, si je prends une maison, on commence par isoler, et ensuite on met une pompe à chaleur s'il y a besoin, et non pas l'inverse, parce que la solution de facilité, c'est de venir, je mets une pompe à chaleur, j'ai la bonne étiquette et je repars. Ce n'était pas l'objet. On voulait vraiment avoir cette approche déconsommation, décarbonation. Donc on le voit, la troisième étape, avoir des objectifs clairs. Tout ça, j'imagine que ça doit rentrer dans un bilan, dans une approche globale. Comment un client comme Aliad fait pour piloter cette faisabilité-là, la réalité finalement du programme de travaux qui va être confié aux entreprises en consultation après? Là, c'est pareil, on a voulu être vraiment dans le concret. C'est pour ça que pour chacune des catégories, on a pris une résidence et on a demandé à nos partenaires AMO de l'étudier dans le détail, c'est-à-dire d'imaginer un bouquet théorique de travaux, de regarder combien il coûte. Ensuite, on a additionné tout ça et ça nous a fait en fait le montant global qu'on était prêt à engager là-dessus. On a vérifié qu'il rentrait dans la logique de notre plan de stratégie. On a aussi regardé les subventions qu'on allait pouvoir rechercher. Après, c'est du montage plus classique. Mais le principe de départ, c'est les 13 catégories. Je prends une résidence de chaque, je l'étudie dans le détail et ensuite, je consulte des prestataires pour voir s'ils tombent dans la plaque. Bon, donc on a compris qu'à l'issue de cette étape, au niveau d'Aliad, Aliad Habitat, vous aviez une bonne vision de votre patrimoine et de la projection de travaux. Oui. Maintenant, si on passe à l'étape suivante, s'il y avait une attente majeure que vous aviez à l'égard des entreprises avant de lancer cet appel d'offres, quelle est l'attente qui permettrait d'illustrer cette seconde séquence avant de lancer cette phase de consultation? Alors, il y avait la performance technique. Ensuite, on a aussi la volonté de conserver, de développer l'emploi sur les territoires. Donc, on avait prévu que les candidats s'engagent sur un volume de sous-traitance à des entreprises locales. C'était un point très important pour nous, notamment parce que quand on voit arriver un major, des fois on dit voilà l'emploi local. Donc, il y avait cette notion-là. Et puis après aussi l'approche locataire qui est très importante parce que notamment sur les petites maisons individuelles, les gens qui sont dans ces logements se considèrent souvent comme des propriétaires. Et donc, quand on arrive chez eux, il faut avoir vraiment cette fibre-là pour que les choses se passent bien. Donc il y avait aussi ce point-là. Bien évidemment le délai avec une échéance très très courte et puis la performance économique qui est un enjeu majeur puisque moins c'est cher et plus on en fait. Bon, donc Denis, maintenant, une fois qu'on a la perception de ce client, qui a une vraie structuration de ses attentes, qui les exprime, on arrive à la phase de consultation. Toi, ton rôle, c'est d'accueillir cette consultation, de la piloter au niveau de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière d'organiser une telle étude, dispersion, différents patrimoines, comment on s'organise une fois qu'on a ça sur la table? Oui, bonjour à tous. Alors après cette étape de préparation importante, la consultation a été lancée sur un modèle de conception-réalisation avec un principe de dialogue compétitif qui est essentiel sur site d'opération pour rencontrer la maîtrise d'ouvrage à des moments clés de l'appel d'offres pour pouvoir échanger ensemble et co-construire l'offre pour que les offres des opérateurs correspondent bien aux enjeux et aux besoins d'Aliad Habitat. Donc des offres successives pour arriver à un marché qui est contractualisé sous la forme d'un accord cadre avec différents marchés subséquents. Et le premier marché subséquent, c'est les 540 logements que Sylvain vous a présentés. Et puis la possibilité de contractualiser d'autres marchés subséquents par la suite, si Aliad le souhaite, dans une limite de 35 millions d'euros, le volume de l'opération. Donc pour répondre à cette consultation, on a constitué une équipe d'importance. Voilà, on a littéralement doublé les postes, 2 architectes, 2 bureaux d'études, 2 économistes, pour à la fois lisser la charge de travail et aussi amener des compétences spécifiques pour répondre aux différentes typologies de logements du marché cadre. Pour répondre à la typologie de logement individuel, on a pris un spécialiste de la thermique individuelle avec ERAC et puis Scoping qui nous accompagne sur la partie collective.
Et ensuite, toute l'ingénierie aussi de Bouygues Bâtiment Sud-Est a été mobilisée, une forte équipe pour étudier l'ensemble de ces projets et garantir le respect et l'atteinte des objectifs du programme. Alors, on le sait, par rapport à une opération qui est monosite, une des difficultés, c'est l'appropriation de l'ensemble de ce patrimoine, le fort étalement géographique. Comment est-ce que vous avez piloté cette phase cruciale d'appropriation du site, des visites ? Eh ben, on a démarré par la visite des 13 typologies, des 13 sites identifiés qui correspondent à une typologie. Donc ça, c'était pour l'offre initiale, pour apporter une première réponse sur ces typologies. Et ensuite, on est monté en puissance. On est allé visiter l'ensemble des sites pour identifier les particularités et pouvoir établir les bouquets de travaux, au final, site par site, pour répondre aux atteintes d'étiquettes d'Aliade Habitat. Alors justement, les bouquets de travaux, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Là, on a... Oui. Alors, on a ici les différents bouquets de travaux qui répondent aux différentes typologies. Comme l'a dit Sylvain, une première étape, on travaille d'abord l'enveloppe pour diminuer les consommations et ensuite on travaille le système. Donc, en fonction de la segmentation, on a identifié la pose d'ITE, d'ITI, le travail sur les combles et les planchers bas. Donc ça, vous l'avez fait pour les logements individuels, oui, mais aussi pour les collectifs. Pour les immeubles, avec dans l'idée d'homogénéiser au maximum pour qu'ensuite le parc ne soit pas trop hétéroclite en termes de système et de prestations. Donc on a travaillé à homogénéiser ces différents scénarios, ces différents bouquets de travaux. Alors après, on l'entend de la part de l'entreprise, une volonté de cartographier les sites, d'avoir une forme d'analyse très synthétique avec des bouquets de travaux. Néanmoins, on le sait, le patrimoine il est diffus, on ne peut pas avoir tout vu partout. Comment est-ce que vous avez piloté le sujet des aléas qui est essentiel dans ce genre d'opération ? Oui, Aliade désirait effectivement un engagement fort du partenaire dans la maîtrise des risques inhérents à un projet de réhabilitation, notamment diffus, avec différentes typologies de logements et des surprises éventuelles. Sur la partie bâtimentaire existante, les visites de site nous ont permis d'identifier l'éventuelle pergola qui a été rajoutée, des éléments qui apparaissent sur le bâtiment, et ça, on en a pris notre part de responsabilité là-dessus. Le seul aléa restant qu'on a gardé, c'est l'amiante, puisqu'on avait peu de diagnostics sur l'existant. Donc on a mis en place un processus de diagnostic amiante tout au long du projet pour gérer cet aléa en phase conception et s'engager en fin de phase pro sur le désamiantage éventuel présent. Jusqu'à présent, on a peu d'amiante sur ce type de patrimoine, donc tout se passe bien. Et ensuite, on a adossé aussi un bordereau de prix unitaire pour des éventuels travaux d'embellissement. On a identifié lors des visites que potentiellement des salles de bain étaient à refaire, voire à faire tout court, dans certains logements du bassin minier stéphanois notamment. Et puis la possibilité d'élargir aussi le périmètre du marché, on en a parlé avec le système de l'accord cadre. Voilà. Ok, donc ça y est, la phase de consultation est terminée. Bouygues Bâtiment Sud-Est est le attributaire de ce marché. Sylvain, maintenant que cette phase de travaux elle est lancée, à hauteur de vue du maître d'ouvrage, qu'est-ce qui est important pour vous en termes de déroulé de travaux ? C'est quoi l'essentiel ? Dans la proposition qu'il y avait eu au moment des auditions, ce qu'on avait apprécié, c'est qu'il y avait une sectorisation qui avait été faite. On a vu que le patrimoine était très diffus. Le choix qui avait été fait par Bouygues, c'était de mettre des équipes sectorisées, une sur la Loire, une sur Saint-Étienne, une sur Lyon. Nous, on a fait le choix en miroir d'organiser nos équipes, ce qui n'était pas forcément le cas, en disant on va mettre un chargé d'opération en face de chaque interlocuteur de Bouygues. Et là, maintenant qu'on est en phase exé, on voit que c'était vraiment le bon choix, parce qu'on a ces petites équipes qui travaillent en local, qui ont une flexibilité dans le travail. On arrive sur un site, on voit une problématique, on peut basculer sur un autre, on peut s'adapter. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a l'approche locataire. On en discutait. Il y a les premiers locataires dans les logements, on a fini les travaux. Et on voit que tout se passe bien. Les équipes de Bouygues sont invitées à prendre le café à la fin des travaux. Donc, c'est que tout se déroule parfaitement. On espère que ça va se prolonger sur les 540 logements. Mais sur les premiers sites qui ont été faits, il y a vraiment un partenariat, une façon de travailler qui est performante. Ok, donc Denis, on l'entend, cette mécanique, il faut qu'elle soit bien rodée au bénéfice du locataire, de la moindre gêne et de la capacité à avancer. Le planning, dans ce cadre-là, c'est clé, j'imagine ? Oui, il faut être au rendez-vous des promesses sur la phase exécution. Donc, un enjeu de planning et de logistique, on en parlera. Donc, le planning, c'est livraison de l'ensemble des sites fin 2026. Donc en 2 ans, on traite les 540 logements et les 80 résidences. Donc tout ça pour mener à bien ce projet. Derrière, il y a toute une organisation travaux et géographique qu'on va détailler juste après. Donc on a une première phase de conception de 7 mois avant de démarrer le premier site. Et puis ensuite 16 mois de travaux. On intervient dans les logements, maximum 1 semaine d'intervention dans les maisons et dans les logements. Et puis après des travaux extérieurs qui prennent
plus ou moins de temps en fonction de la typologie du bâtiment. Donc là, le tempo, les métronomes, c'est hyper important, mais il y a cette particularité de l'étalement géographique. J'imagine qu'il y a des clés organisationnelles particulières, des modes d'organisation Oui. que vous avez développés avec les équipes travaux. Oui, on a effectivement créé 5 zones géographiques. Vous les voyez à l'écran, avec une rotation des sites où on a priorisé les étiquettes les plus énergivores. Donc commencer par les sites les plus énergivores et ensuite on tourne sur les sites. Donc on a un zoom juste après sur la zone du Puy-en-Velay avec 21 sites et 87 logements, donc très, très diffus et du petite résidence. Donc un enjeu de logistique, j'en ai parlé. L'objectif, c'est que nos compagnons qui interviennent sur le patrimoine arrivent le matin et aient à disposition tous les éléments, les matériaux pour pouvoir démarrer leurs travaux, qui ne se soucient pas de cette logistique-là. Et donc, on travaille avec des fournisseurs locaux, des ESAT, qui nous permettent de faire du kitting et d'amener à pied d'œuvre les éléments nécessaires à la rénovation. On le voit sur ces photos, voilà, le travail de kitting et puis des installations de chantier aussi qui sont particulières, qui ressemblent plus à du TP, du VRD, des petites roulottes typiques de ces chantiers. Donc on a dû aussi adapter nos moyens de réalisation à cet enjeu de diffus. Voilà. Et puis on le sait, chez Bouygues Construction, ces organisations, ça a un impact évident sur la gêne aux résidents. Avoir des semi-remorques qui succèdent dans le quartier ou avoir ce format de kitting du juste à temps et du juste nécessaire, c'est formellement différent. On a beaucoup de retours par rapport à ça. De même sur les installations, on vient quand même s'insérer dans un tissu bâti et l'idée c'est quand même de pouvoir s'adapter au cadre de vie des résidents en place. Un autre aspect qu'on avait souligné ensemble, c'est les outils digitaux. Sur cette opération, il y a plusieurs initiatives. Est-ce que tu peux nous commenter 2 d'entre elles sur l'aspect digital? Oui, alors on a réalisé l'ensemble d'état des lieux avec le système Matterport, que vous connaissez peut-être via les agences immobilières pour faire des visites virtuelles. Alors, ce n'est pas simplement prendre des photos, c'est vraiment un nuage de points. Ce qui nous permet après de pouvoir prendre des cotes dans le logement, puisque quand on a un projet en Ardèche, on ne peut pas y aller tous les jours, donc ça permet à l'équipe travaux, si on a oublié de prendre une cote ou autre, d'aller sur ces visites de 3D. Donc ça, c'est très bénéfique pour l'exécution du projet. Et puis, on a mis en place également un cockpit chantier, mais je vais laisser Sylvain commenter ce cockpit. Donc si tu tends le micro à Sylvain, c'est-à-dire qu'il y a aussi un impact pour le client, vraisemblablement, quoi. Oui, c'est surtout sur la partie cockpit. Alors c'est vrai que quand il y a eu la remise des offres et qu'on nous avait proposé de mettre en place ça, on était un peu dubitatif en disant bon, c'est un gadget pour emballer la chose, et finalement pas du tout, puisque à l'utilisation, on voit un écran ici, mais c'est un outil qui est très utile pour nos équipes, puisque ça permet entre l'équipe de terrain d'avoir l'avancement des travaux, les coûts, enfin tous les éléments sur une résidence. Et puis ça permet pour le chef de projet chez nous et puis aussi pour moi d'avoir une vision d'ensemble, c'est celle qu'on voit là. Et donc ça nous donne un avancement global sur la progression du marché. Et en complément, nos agences de gestion locative qui sont donc en direct avec le locataire nous ont demandé un accès à cet outil aussi pour pouvoir faire de l'information aux locataires en temps réel et leur dire en allant dans l'outil, voilà où ça en est, voilà quand on va venir chez vous. Donc c'est vraiment un outil nouveau auquel on n'avait pas forcément accordé du crédit et qui est très, très utile. Donc moi j'entends de la transparence, j'entends de l'accès à l'information, du partage et une capacité à rendre ce projet visible par les différents acteurs. Bon, très bien. Et puis ça apporte de la valeur ajoutée aux clients, puis ça nous permet d'être plus efficace aussi dans le groupement, puisqu'on a à peu près 200 déclarations préalables, autorisations administratives à déposer sur ce projet, donc une nécessité de suivre ça de près. Donc tout le monde utilise ce cockpit et c'est bénéfique pour toute la chaîne de valeur. Dernier aspect, et non des moindres, puisque c'est celui qui est au cœur de l'offre Coréa, qui est l'offre dédiée au logement social chez Bouygues Construction. Vos résidents, notre priorité. Leurs résidents au cœur de cette réhabilitation. Tout ce qui est le lien social, est-ce que c'est spécifique finalement le fait, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Est-ce qu'il y a des particularités que tu aimerais nous partager? Oui, alors on met en place effectivement une relation locataire qui en amont du chantier présente les travaux aux locataires. Comme l'a dit Sylvain, c'est souvent des locataires qui habitent depuis très longtemps dans leur logement, qui se sentent propriétaires, qui ont fait des aménagements. Et donc il faut anticiper ces travaux. Et donc on a une personne dédiée qui vient en amont, qui après suit les travaux à l'avancement. Donc ça c'est hyper important pour garantir la réussite d'une réhabilitation en site occupé, encore plus en diffus.
Ok, et puis c'est là aussi la mise en place de différents outils digitaux dans la continuité, avis locataire ou autres, qui permettent de travailler, d'avoir cette qualité relationnelle avec le même niveau de transparence. Bon, très bien, merci. Donc on résume, une phase de préparation pour Aliad très, très structurée, une phase de consultation avec un mode d'organisation qui a permis d'être performant, une phase de travaux qui vraisemblablement se passe plutôt pas mal. Sylvain, après ces différentes étapes, le lancement de cette opération, un premier regard satisfait? Est-ce que si c'était à refaire, vous feriez la même chose? Donc là, sur le déroulé, pour l'instant, on va dire que tout se passe parfaitement. Je l'ai dit tout à l'heure. On a déjà prévu de faire un retour d'expérience en novembre 26, quand tout ça sera terminé. Ce qu'on note aujourd'hui, et j'ose un chiffre, c'est si on avait fait toutes ces actions une par une sur chacune des résidences, il nous aurait fallu, on pense, à peu près le double ou le triple du temps qu'on va y consacrer en faisant ça. Et puis en termes d'approche économique, on a aujourd'hui une prévision à 15-20% moins cher que si on avait fait ça résidence par résidence. Donc pour ces deux raisons, le délai et le coût, c'est performant. Et puis ensuite, la grosse attente vis-à-vis des locataires, qui est celle qu'on a exprimée en dernier là, aujourd'hui ça se passe bien. C'est pour ça qu'on prévoit déjà, on est en train d'y travailler une deuxième tranche, puisqu'on avait fait un accord cadre et donc on peut partir sur une deuxième tranche. Il y a des FG qui sont apparus dans notre patrimoine, puisqu'on a continué de faire des DPE en V3. Et donc on réfléchit pour une tranche de 200 logements qui devrait démarrer en début d'année prochaine. Donc, comme on continue, c'est qu'on est satisfait. Bon, merci. En tout cas, rien de plus à ajouter parce que l'essentiel est dit. Une petite ouverture par rapport à cette thématique. Donc, merci pour ce focus et la disponibilité d'Aliad Habitat pour nous commenter cette expérience actuelle. Un petit zoom pour remettre en avant le fait que cette expérience du diffus multisite, c'est une expérience qui est portée, une véritable expertise qui est portée depuis plus de 10 ans par Bouygues Bâtiment France. Ce sont l'ensemble de ces clients que vous voyez à l'écran qui nous ont fait confiance sur ce marché. C'est dans les 10 dernières années, plus de 10 000 logements qui ont été réhabilités. Plus de 3500, ne serait-ce que dans les dernières années. Et vous allez voir avec le slide suivant, cette capacité, cette expertise qui se révèle et qui est visible désormais sur l'ensemble du territoire, puisque ce sont l'ensemble des filiales de Bouygues Bâtiment France qui désormais mettent cette expertise au bénéfice de nos clients sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup, merci Denis, merci Sylvain. Pour en savoir plus, on vous donne rendez-vous sur le stand de Bouygues Construction, stand B09 Al 4, pour pouvoir poursuivre ces échanges. Merci de votre présence.